Allophone, le projet de Laurie Perron est un projet qui permet aux enfants allophones qui viennent de familles migrantes d'accéder à une culture et à un langage parlé français. Ce projet répond à une problématique utilisateur car il permet à ces enfants d'utiliser des outils qui sont adaptés à leur situation familiale, sociale et culturelle qui sont réellement particulières. Le projet de Laurie se compose d'une trousse remplie de fournitures scolaires et également intègre un petit système de jeu sur la base d'une toupie qui donne un petit peu de hasard car elle va définir tel ou tel exercice, associé à un jeu de cartes avec un code couleur qui définiront des thématiques. Et l'ensemble de ces fournitures et de ce jeu qui permettra à l'enfant d'aborder les questions de l'éducation civique, de la linguistique et des codes culturels, permettra à l'enfant d'apprendre à lire en utilisant une syntaxe et une orthographe adaptée et permettra à l'enfant de transporter le cadre scolaire dans les associations, dans les familles, afin d'intégrer tous ces acteurs dans sa propre éducation. Le résultat final, il est très intéressant parce qu'il refuse d'être spectaculaire. Ça n'est pas un concept tape à l'œil, c'est un concept adapté, finement dessiné, qui va être intégré dans un quotidien réel et crédible. Alors Laurie, avant la fin de ses études, avait déjà créé une association pour porter le projet, fédéré un certain nombre de personnes pour constituer le conseil d'administration, mis en place des plateformes en ligne pour gérer les adhésions. Et elle a aujourd'hui tout un agenda de rendez-vous, que ce soit avec la Loire-Atlantique, des acteurs privés, des acteurs médiatiques, pour faire connaître le projet et continuer à faire porter cette idée. Actuellement, il y a une quinzaine de prototypes qui sont dans les mains des associations pour recueillir les retours des usagers et refaire éventuellement une nouvelle passe, une nouvelle incrémentation du projet. Alors le projet de Manon s'appelle Fruidge. Il s'agit de concevoir une nouvelle forme de réfrigérateur spécialisé dans la préservation et la conservation des fruits et légumes. Comme dans beaucoup de projets de fin d'études d'étudiants, l'étudiant part au départ d'une intuition et puis d'une observation. Il s'est avéré que Manon s'est aperçu que de nombreuses personnes ne savaient pas conserver leurs fruits et légumes et bien souvent, du coup, les gaspillaient et les jetaient. Donc elle s'est renseignée sur les aspects techniques, biologiques de conservation de ce type d'aliments et a réussi à proposer un objet, un nouveau mobilier, on va dire, dédié uniquement à la conservation de ces aliments. Donc Fruidge est un petit appareil électroménager qui peut se composer de plusieurs parties, qui est en ce sens très intéressant aussi parce qu'il est modulable et modulaire, c'est-à-dire qu'on peut combiner plusieurs Fruidge entre eux de façon à créer un mobilier un peu plus important. Fruidge se compose également d'une application qui a pour but de permettre à l'usager de connaître l'état, on va dire, de ses fruits et légumes et donc de profiter au mieux de tout l'aspect vitamines et de tous les nutriments en fait, que contient les fruits et les légumes et en évitant bien évidemment qu'ils soient perdus et qu'on doive les jeter. Manon a suivi un double cursus en intégrant le DU Dessin, qui est un diplôme universitaire qui concerne le design de services interactifs innovants et qui vise à se faire rencontrer des étudiants ingénieurs avec des étudiants designers sur un projet de fin d'études commun. Donc Manon a amené le concept de ce réfrigérateur d'un nouveau type et à l'aide d'un étudiant électronicien et d'une étudiante en informatique, elle a réussi à concevoir ce dispositif dont les spécificités techniques sont tout à fait cohérentes et viables, à un tel point que normalement il devrait y avoir un brevet qui devrait être déposé sur le procédé de conservation et de préservation des aliments. Carla Marzin a passé au Chat Studio pendant 2 ans. Elle s'est intéressée à la mutation de la société chinoise sur ces dernières années et elle a abordé sa problématique en s'intéressant aux vêtements. Elle a choisi de répondre à la problématique en proposant un espace culturel dans lequel on vient partager sa connaissance et on vient échanger sur l'idée de consommer autrement et pourquoi pas réutiliser des vêtements usagés, insérer aussi toute une pratique liée à une manière de vivre de manière plus écologique, en créant soi-même ses lessives et en proposant aux étudiants d'être acteurs en fait, dans cette nouvelle manière de vivre, qui va un peu à l'encontre aussi de cette frénésie de l'achat et de la consommation qu'on voit en Chine, de
toute cette accumulation d'objets, de vêtements, tout ça, qui sont en partie liés à la contrefaçon et tout ce qu'on rencontre en Chine auprès des fabricants de vêtements et des marchés, tout ça qui sont très très répandus sur Shanghai principalement. Dans le contexte chinois, son projet est assez freiné par en fait la culture des générations plus anciennes qui sont un peu éduquées en fait suite à la Révolution et puis les années 80, qui fait qu'elle a décidé de s'attaquer à la cible des étudiants parce que c'était un groupe de personnes qui étaient plus ouverts au changement et qui sont peut-être plus à même d'adapter en fait leur mode de vie. Ce qui est novateur dans le projet de Carla, c'est qu'elle a su agir en tant que designer lié à la transculturalité. C'est-à-dire qu'elle a su structurer son analyse en faisant appel à ses connaissances personnelles, à son expérience internationale, mais sans non plus imposer sa propre vision d'étrangère qui viendrait travailler en Chine. Il s'agit en fait d'un projet autour d'une problématique un peu complexe qui est les pratiques alimentaires des noctambules. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que boivent et qu'est-ce que mangent les fêtards? Dans ces observations, Delphine s'est rendu compte qu'un des problèmes principaux de ces noctambules, c'était l'hydratation. Ce qui est original, qui ne se fait pas souvent, lorsqu'on prend un problème de santé publique, on a de bonnes intentions et on dit il faut que les fêtards arrêtent de boire. Elle s'est dit, ils boivent, par contre, il leur manque des vitamines, il manque de l'eau, je vais trouver le moyen de de les hydrater, mais qu'ils trouvent ça amusant, désirable, et qu'ils en aient envie, tout simplement. Alors, son projet, ce sont des glaces fluorescentes avec des paillettes à l'intérieur. Il y a de l'eau, mais il y a aussi des fruits, donc c'est enrichi en vitamines, et avec le tout dans un emballage très particulier, qui fait que, en effet, lorsqu'on est en boîte de nuit, il fait plutôt chaud. Donc la glace, si elle fond, elle est dans un petit gobelet il y a le bâtonnet, c'est une paille, qui permet de boire sa glace. Voilà. Donc il y a une espèce de double usage en fonction du moment où on est dans cette situation-là. Et c'est plutôt amusant à utiliser, il y a tout un univers festif, très graphique. En fait, dans le projet de Delphine, avoir une bonne intention et se dire je vais faire de belles glaces que évidemment tous les jeunes vont utiliser, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire c'est quoi les outils marketing que j'ai utilisés, les outils de communication, est-ce que je suis présent sur Instagram, etc. Et puis le modèle économique, c'est-à-dire combien je vends cette glace. Est-ce que d'abord les jeunes sont prêts à payer pour ça? Donc elle s'est rendue compte qu'il y a deux tailles de glace. Donc entre 50 centimes et 1,50 €, ils étaient prêts à y aller. Elle est allée jusqu'à penser aussi des systèmes de consignes. Et puis au fond, elle s'est rendue compte que, parce que ça a quand même un coût, même si c'est de l'eau et des fruits, que le meilleur moyen, ce serait de s'associer avec un fournisseur d'alcool qui montrerait qu'ils peuvent faire boire les jeunes de façon responsable en leur proposant ce type de produit. C'est peut-être une petite patte qui est là très particulière, où elle sait très très bien renverser les choses, c'est-à-dire vraiment transformer une contrainte en opportunité, reprendre les codes de certaines addictions, etc., pour en faire quelque chose de plus intéressant. Et en ce sens, c'est une approche, je trouve, pleine de pragmatisme et de modestie, et qui peut-être qui caractérise son écriture de designer, en tout cas. Clémence a choisi de travailler sur Octave, donc un projet qui permet aux télétravailleurs de communiquer à distance de manière informelle pour rompre un certain isolement qui pourrait être installé par la distance, justement. Le point de départ de Clémence, son interrogation, c'était elle, en tant que future designer et future jeune prête à intégrer le marché du travail, qu'est-ce qui la motiverait comme cadre de travail? Donc, parmi les différents cadres qui s'offraient à elle, le télétravail paraissait comme une solution intéressante avec la possibilité de se questionner. Et donc Clémence est vraiment allée sur le terrain à la rencontre de télétravailleurs. Elle a mis en place des dispositifs d'observation des télétravailleurs pour voir un peu qu'est-ce qui était chouette, qu'est-ce qui la motivait, et puis qu'est-ce qui était un frein, qu'est-ce qui était bloquant, quels étaient les problèmes. Et une de ces problématiques, c'était de rompre l'isolement. Donc ce dispositif, il va être composé d'une enceinte directionnelle, donc où le son est vraiment dirigé face à celui qui l'écoute, assorti à une application pour gérer en fait les temps de pause, gérer la confidentialité. Le fait d'avoir une enceinte directionnelle, ça permet d'avoir une conversation sonore avec quelqu'un, de conserver une ambiance sonore, mais en face à face entre deux personnes.
Cette pause café qu'on peut avoir avec les collègues, où on raconte notre vie, mais où en même temps on résout les projets. Cette blague qui détend l'atmosphère, mais qui crée du lien. Et donc c'est ce qu'elle a voulu conserver à travers cet outil de communication. Clémence, elle a parfaitement collé aux objectifs de sa formation pour vraiment aboutir à un produit complet et à s'interroger également sur quelle était la place de la commercialisation de cet objet, quel allait être son coût et qui allait l'acheter, donc a priori un dirigeant de société et pas forcément le télétravailleur lui-même. Donc ça allait être un objet qui allait être fourni au télétravailleur au même titre qu'on lui fournit son téléphone ou son ordinateur. Le projet d'Élise Lécuyer est assez remarquable à plusieurs égards, et notamment parce qu'il s'agit en fait d'une démarche très volontaire initiée par l'étudiante qui a dit vouloir, au regard de la situation géopolitique actuelle, travailler sur un sujet brûlant qui est la question des migrants, et notamment les conditions de vie dans lesquelles les migrants peuvent être dans ce qu'on appelait à l'époque la jungle de Calais. Élise est allée à Calais et a tenu un journal de bord. Je parlais d'un projet remarquable. Pourquoi? Bon, déjà, il y a eu cet investissement sur le terrain. Et puis, d'autre part, parce qu'il y a deux facettes. Il y a une première facette qui est autour de conditions de logement décentes, finalement. On est dans quelque chose d'urgent, certes, mais on est dans un processus de reconstruction. Et ce processus de reconstruction, on est dans une démarche qu'on pourrait appeler de design thinking. C'est-à-dire que Élise a construit un vrai jeu, un vrai processus de co-conception de ces espaces avec les migrants. C'est-à-dire que les personnes concernées peuvent jouer, composer eux-mêmes leur habitat. Évidemment, ça c'est la partie thinking. Vous allez me dire, bah, c'est une belle idée, très généreuse, mais comment ça peut se mettre en pratique? Et c'est là où il y a ce que j'appelle un design doing qui arrive derrière et où elle utilise ses compétences de designer d'espace pour réaliser finalement un projet très simple. Quel est ce projet? C'est tout simplement de partir d'une architecture industrielle facilement modulable à l'intérieur, d'où cette forme de serre un peu très industrielle, et de détourner et de proposer très facilement finalement de multiples configurations qui permettent à ce logement de s'adapter à moindre frais, à moindre coût aux besoins des migrants, voire même aux envies des migrants. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur quelque chose où on répond à un besoin immédiat de logement, d'habitat d'urgence, mais on est dans l'accompagnement d'un processus de reconstruction. Le projet d'Élise a vraiment attiré l'attention dans tout le réseau que s'est constitué Élise, qui est un réseau de professionnels, qui est un réseau aussi bien de docteurs en sociologie, mais également d'associations. Le projet va sans doute continuer à évoluer. Ce qui est important de voir ici, c'est le processus, la dynamique, et puis évidemment, il y aura quelques changements à la marge. Mais il est certain que le projet verra le jour d'une façon ou d'une autre.